Deuxième et dernière partie de notre petite série sur la commune de Marseille. On avait laissé les Marseillais en novembre 1870 après l'écrasement de leur première commune et l'effondrement de la Ligue du Midi. Une organisation rassemblant républicains, radicaux et socialistes, à laquelle participait un jeune avocat très apprécié à Marseille, Gaston Crémieux. Pendant ce temps, la France est toujours en guerre contre la Prusse qui occupe tout le nord-est du pays et assiège Paris. La situation est désespérée et c'est là qu'on reprend le fil. Après des semaines de siège, la capitale est au bord de la famine. Mais le 26 janvier, le gouvernement de défense nationale signe un armistice. Les combats seront arrêtés pendant 21 jours, le temps d'organiser des élections pour élire un nouveau gouvernement chargé de négocier un traité de paix définitif. Les républicains radicaux n'acceptent pas la défaite et font campagne sur la poursuite de la guerre, tandis que les monarchistes se présentent comme le camp de la paix. À Marseille, une affiche placardée le 6 février déclare « L'appel aux urnes est un devoir. Nous déjouerons, en envoyant des républicains à l'Assemblée nationale, les desseins perfides des barbares prussiens. On ne répond aux traîtres que par des votes, en attendant qu'on puisse le faire à coups de fusil. » Mais si les grandes villes sont républicaines, l'idée de la République ne s'est pas encore vraiment diffusée dans les campagnes, qui représentent la grande majorité de l'électorat. Et puis, et peut-être surtout, une trentaine de départements ruraux, un tiers du pays, sont sous contrôle prussien et souffrent de l'occupation. La paysannerie va donc massivement voter pour la paix, c'est-à-dire pour les monarchistes, qui obtiennent les 2 tiers des sièges. La toute jeune République a donc une assemblée monarchiste qui, quelques semaines plus tard, choisira comme chef du gouvernement le réactionnaire Adolphe Thiers. En apprenant sa nomination, Gaston Crémieux écrit « Les destinées de la France et de la République ont été livrées aux mains du plus affreux petit bonhomme que la bourgeoisie ait jamais produit. » Je reprends. Républicains, soyez prêts. Si vous ne pouvez plus rien pour l'honneur national, veillez au moins sur la République. Cette assemblée monarchiste sait qu'elle n'est pas la bienvenue à Paris, qui est massivement républicaine. Elle s'installe donc à Bordeaux, où elle se rassemble le 13 février dans le grand théâtre municipal. Devant le bâtiment, une foule en colère s'est rassemblée et crie « Vive la République !». À l'intérieur, les députés parlent déjà de rétablir la monarchie. La toute jeune République n'en a manifestement plus pour longtemps. Mais face aux manœuvres anti-républicaines des députés, un jeune homme installé dans la salle, en hauteur sur un balcon, se lève et hurle « Vous n'êtes qu'une majorité rurale, vous êtes la honte de la France ». Choc et fracas dans l'Assemblée. À ces mots foudroyants, les monarchistes se retournent vers l'audacieux interrupteur. Elle écoute, pétrifiée, cet orateur inattendu qui semble représenter la malédiction du peuple se dressant devant elle. Mais bientôt, le président de l'Assemblée, revenu de sa stupeur, fait appel à la force et l'auteur de cette courageuse protestation se retire devant les baïonnettes. L'émotion produite par cet incident avait été trop vive. Cette apostrophe vengeresse venait trop à propos, était trop vraie, pour que chacun ne voulût pas connaître le nom du citoyen courageux qui, obéissant aux cris de sa conscience indignée, avait élevé la voix. Le soir, dans Bordeaux, son nom courait de bouche en bouche. Il était répété par les journaux. C'était celui de votre compatriote marseillais, Gaston Crémieux. Justement, retournons à Marseille où après 8 mois de guerre et de privation, après l'effondrement de la Ligue du Midi et l'échec de la première commune, les forces républicaines et socialistes se reconstituent et les revendications sociales refont surface. Le 6 mars, 300 ouvriers savonniers entrent en grève. Le lendemain, c'est au tour des portefaix, les dockers, qui manifestent contre le retour du travail de nuit qui avait été interdit par le président de la Ligue du Midi, Esquiros, et que les patrons tentent de rétablir. Et puis, dans les jours qui suivent, on a les maroquiniers, les ouvrières voilières, les matelots, les cheminots, les machinistes, les charretiers, les arrimeurs, les balayeurs. Pour le journal bourgeois, le sémaphore, seuls les voleurs n'ont pas encore songé à se déclarer en grève. On nous signale un curieux épisode de la grève des balayeurs. Ce matin, au quartier Saint-Jean, une cinquantaine de ces ouvriers ont conduit 2 charrettes chargées d'immondices dont ils ont répandu le contenu au milieu de la rue, comptant bien que ces immondices ne seraient pas enlevés et que, dans ce quartier où les ouvriers abondent, il en résulterait que le peuple prendrait parti pour eux et appuierait leurs revendications. Nous apprenons également que les ouvrières voilières ont fait leur petite grève, mais celle-ci a été de courte durée car, le lendemain même, par une heureuse entente avec les patrons, le travail était repris. Évidemment, ce mépris pour les petites grèves des ouvrières n'arrange rien, la tension sociale monte et s'intensifie d'autant plus
qu'à partir du 20 mars, d'étranges rumeurs commencent à circuler. Une affiche signée Adolphe Thiers ordonne de ne respecter aucun autre ordre que ceux du gouvernement légal installé à Versailles. On n'en sait pas plus, mais c'est pas normal que le gouvernement soit à Versailles. Et puis, de qui d'autre pourrait bien venir des ordres ? Pire, le lendemain, la préfecture annonce que les derniers numéros du journal officiel de la République, qui publie les décrets, les décisions du gouvernement, etc., ne doivent pas être pris en compte parce qu'un parti insurgé a envahi les presses du journal. On n'est pas sûr, mais on commence à se dire qu'il y a peut-être eu une révolution à Paris et que le gouvernement de Thiers a dû fuir à Versailles. Et ce sera confirmé le 22 mars, lorsque Thiers fait placarder une affiche qui dénonce la fameuse Commune de Paris et demande aux Républicains de travailler avec les bonapartistes et les monarchistes pour l'écraser. À Marseille, ça passe pas du tout et on accuse Thiers de vouloir rétablir l'Empire. Le soir même, Gaston Crémieux prend la parole dans un grand meeting et, devant 2000 personnes survoltées, il déclare « Le gouvernement de Versailles a essayé de lever sa béquille contre ce qu'il appelle l'insurrection de Paris, mais elle s'est brisée dans ses mains et la Commune en est sortie. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser une question. Quel est le gouvernement que nous reconnaissons comme légal ? Est-ce Paris ou Versailles ? À ces cris unanimes qui sortent de vos 1000 poitrines, nous nous unissons et nous crions « Vive Paris !» Mais ce gouvernement va être combattu par Versailles. Je viens vous demander un serment, celui de le défendre par tous les moyens possibles. Nous serons obligés de le défendre dans la rue. Rentrez donc chez vous et prenez vos fusils. Non pas pour attaquer, mais pour vous défendre. Avant de nous séparer, jurons encore que nous sommes unis pour défendre le gouvernement de Paris, qui est le seul que nous reconnaissons, et non cette ignoble assemblée de Versailles. Le lendemain, le préfet a la bonne idée de demander à la garde nationale de manifester en soutien à Versailles. Sauf que, comme on l'a dit dans le premier épisode, la garde nationale est plutôt réactionnaire dans les quartiers bourgeois, mais dans les quartiers populaires, elle a tendance à rejoindre les insurrections. Manque de bol, ce sont les bataillons populaires qui répondent à l'appel du préfet, et ce qui devait être une manifestation pro-Versailles se transforme en défilé pro-Paris. Et puis, les gardes nationaux sont pas les seuls à marcher. Au même moment, une foule immense et armée converge vers la préfecture au cri de « Vive la République, vive Paris ». Avec la complicité des gardes, elle investit le bâtiment et fait prisonnier le préfet, 3 fonctionnaires, un procureur et un général, le tout sans tirer un seul coup de feu. Le préfet écrira plus tard « À peine la porte était ouverte qu'un groupe d'hommes survint. On me somma alors de reconnaître le gouvernement de Paris. Je répondis « Non, je suis pour le gouvernement de Versailles et j'y reste. » On me conduisit alors dans le salon, où se trouvait Gaston Crémieux, qui vint à moi et me tendit la main. On m'enferma ensuite dans une chambre avec mes 2 secrétaires. On laissa pour nous garder 6 hommes qui avaient leurs fusils chargés, et nous restâmes ainsi, au milieu des vociférations de gens très exaltés. L'un d'eux me tendit un papier et me signifia de signer. C'était ma démission, je refusa. De temps en temps, nous entendions dire « Il faut fusiller le préfet ». Après réflexion, je proposais de donner, non pas ma démission, mais une attestation disant que je cessais mes fonctions. Les insurgés constituent une commission départementale de 12 membres qui s'attribuent les pouvoirs sur le département et dont notre Gaston prend la tête. Le drapeau rouge est hissé sur la préfecture. C'est le début de la 2e commune de Marseille. La commission départementale rassemble toutes les nuances de républicains. On y trouve 4 radicaux, 5 modérés, un membre de l'Association internationale des travailleurs, la plus grande organisation socialiste de l'époque, et 4 proches de l'internationale sans en faire officiellement partie. On voit aussi que 6 délégués étaient des membres actifs de la Ligue du Midi. A noter aussi que 3 d'entre eux, 3 modérés, ont été délégués par le conseil municipal, qui les a nommés pour, je cite, « faire prévaloir des idées d'apaisement et de conciliation ». En réalité, c'est Gaston qui leur a demandé de participer. Citoyens conseillers municipaux de Marseille, la préfecture est envahie. Le calme est maintenu. Venez au plus tôt nous aider à constituer une administration provisoire dans l'intérêt public. Le choix de travailler avec la mairie plutôt que la renverser peut surprendre, mais la commission n'a pas été élue au suffrage universel. Ses membres ont été nommés du balcon de la préfecture par acclamation de la foule. Donc, pour Gaston, elle manque de légitimité démocratique, et intégrer ce conseil municipal qui, lui, a été élu au suffrage universel masculin,
permettrait peut-être de combler ce manque. En tout cas, le lendemain matin, la commission placarde sa première affiche et on voit qu'elle se présente comme provisoire. Citoyens, une collision sanglante allait éclater parmi nous. La guerre civile était prête à sortir des provocations irritantes qu'un pouvoir aveugle lançait comme un défi aux grandes cités. Grâce à l'union de tous les groupes républicains, nous avons vu se dissiper le malentendu qui menaçait d'armer les uns contre les autres dans une lutte fratricide, les citoyens d'une même ville, les soldats d'une même cause. Nous veillerons jour et nuit sur la République jusqu'à ce qu'une autorité nouvelle, émanée d'un gouvernement régulier, siégeant à Paris, vienne nous relever de nos fonctions. Vive Paris, vive la République! On remarque que le mot « commune » n'apparaît jamais. En réalité, à ce moment-là, elle n'est pas encore officiellement déclarée, et c'est à peu près pareil à Paris. Le 18 mars, un comité central a renversé le conseil municipal parisien, s'est emparé provisoirement du pouvoir, et travaille à organiser des élections pour élire un nouveau gouvernement, dont on ne sait pas encore si ce sera un pouvoir uniquement municipal, parisien, ou si on en fera le nouveau gouvernement de la France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est seulement après les élections que la Commune de Paris pourra être officiellement déclarée. En attendant, le pouvoir n'est que provisoire. La grosse différence avec Marseille, c'est que les Marseillais n'ont pas renversé leur conseil municipal. Au contraire, ils participent à la commission provisoire. Donc, on est bloqué. On ne peut pas aller plus loin que ça et on va attendre le résultat des élections parisiennes, prévues le 28 mars, pour savoir quoi faire. Dans quelle direction aller? Est-ce qu'on renverse la mairie? Est-ce qu'on la renverse pas? Est-ce que d'ici là, peut-être que Paris et Versailles auront réussi à s'entendre? Après tout, pourquoi pas? On ne sait pas et on attend. Mais au sein de la commission, les premières tensions apparaissent déjà autour de deux grands sujets de discorde. Nous voulions la mise en liberté des prisonniers retenus en otage et le remplacement du drapeau rouge par l'étendard tricolore, sous les plis duquel la France a fait sa grande révolution et qu'elle a fait saluer par toutes les capitales de l'Europe. Ces deux idées, qui s'imposaient à nos esprits comme les gages premiers de la conciliation, rencontrèrent une énergique résistance de la part des citoyens qui gardaient la préfecture. Monsieur Crémieux dut, devant l'attitude plus que ferme de quelques-uns, retirer l'ordre qu'il venait de donner concernant le remplacement du drapeau. Ces citoyens qui gardent la préfecture, souvent présentés comme des exaltés, ce sont les socialistes de l'Internationale, pas mal d'anciens gardes civiques, dont on a parlé dans le premier épisode, et le peuple. Plusieurs centaines de personnes se baladent dans le bâtiment, les gens vont et viennent, c'est une occupation populaire qui, comme on le voit avec cette histoire de drapeau, peut imposer ses propres décisions à la commission départementale et même à son dirigeant, Gaston Crémieux. D'ailleurs, comme le dit l'un des membres de la commission, ceux qui enlèveraient le drapeau rouge risqueraient d'être fusillés. Et pourtant, pour un élu de la mairie, il n'y aura pas de sécurité dans la ville tant que ce drapeau flottera. En réalité, derrière la couleur du drapeau, c'est encore et toujours la définition de la République qui est en jeu. Est-ce qu'on veut une République bourgeoise ou une République démocratique et sociale? En 1871, on parlait plutôt de République universelle. La commission va se déchirer sur cette question et Gaston aura beau s'acharner à essayer de rassembler tous les républicains, en réalité, les modérés et les socialistes sont irréconciliables. D'ailleurs, cette stratégie du rassemblement à tout prix le conduit à prendre des décisions un peu bizarres, comme lorsqu'il s'adresse à des ouvriers en grève pour leur demander de retourner au travail de manière à rassurer la bourgeoisie modérée, à leur montrer que malgré la prise de la préfecture, tout va bien à Marseille, la situation est stable. Aux citoyens ouvriers des Hauts-Fourneaux de Saint-Louis, dans l'intérêt de la République, vous êtes invités à ne pas abandonner vos travaux. Il ne faut pas que l'imposante manifestation de la cité marseillaise soit dénaturée en donnant le signal d'un chômage désastreux ou d'une coalition inopportune. Je ne pense pas qu'aucun républicain soit assez imprudent pour vous provoquer à abandonner l'usine. Conservez votre sang-froid, continuez vos travaux, vous contribuerez avec nous à maintenir la tranquillité publique. Salut fraternel, le président de la commission départementale provisoire, Gaston Crémieux. Alors on ne sait pas comment cette grève s'est terminée, mais ce qui est sûr, c'est que la commission a vite eu d'autres priorités à gérer parce que le 25 mars au matin, on réalise que l'administration militaire et plein de fonctionnaires ont tout simplement disparu. Sans prévenir personne, le général Espivent de la Villeboinay, un monarchiste à la tête de l'armée dans la région, a quitté Marseille avec tous les réactionnaires et s'est installé dans la ville voisine d'Aubagne, où un bourgeois du coin a mis à sa disposition un télégraphe privé pour communiquer directement avec Adolphe Thiers. Citoyens, les intendants militaires, les chefs de division des bureaux de la préfecture, les employés supérieurs de l'administration du télégraphe, les agents de la paix publique ont abandonné leur poste malgré nos instructions et contre nos protestations.
Les magistrats aussi ne répondent pas à nos invitations. Au nom de l'ordre, nous les sommons de reconnaître non pas seulement notre autorité, mais la nécessité suprême pour chaque citoyen de faire son devoir. Si les caisses publiques se ferment systématiquement, si tous les services publics sont interrompus par ceux-là même qui devraient les surveiller, si tous les fonctionnaires abandonnent leur poste, eux seuls seront responsables des désordres qui pourront se produire et que nous voudrions éviter. Il ne faut pas provoquer l'anarchie pour ensuite nous la reprocher. L'opinion publique sera juge. Justement, à Paris, il se passe exactement la même chose. Plusieurs milliers de fonctionnaires ont suivi Thiers à Versailles, mais les Parisiens vont trouver une solution originale. C'est de démocratiser l'administration en permettant aux citoyens d'occuper les postes abandonnés. Suite à l'absence ou la révocation d'un grand nombre d'employés, l'administration fait appel aux citoyens aptes à servir dans les différentes branches du service. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est véritablement révolutionnaire. Le peuple s'administre lui-même. Plus que les grands combats héroïques sur les barricades, c'est ce genre de petites décisions qui font de la Commune de Paris une incroyable expérience de gouvernement ouvrier. À la place, Gaston va s'efforcer de rassembler le plus possible, de temporiser, de garder le calme. Il demande aux fonctionnaires de reprendre leur poste pour éviter les désordres. Mais l'ordre que Gaston veut maintenir, c'est l'ordre d'avant. Et en essayant de le conserver tel qu'il est pour rassurer tout le monde, on empêche tout changement, toute invention, toute expérience d'un nouvel ordre social, et finalement, on ne sait plus trop ce qu'on défend. Par exemple, le 25 mars, la commission départementale précise ses objectifs dans une affiche, et autant dire que c'est un peu confus. En constituant une commission départementale provisoire dans l'attente qu'un gouvernement régulier siège dans la capitale, les Républicains de Marseille n'ont fait que se conformer aux principes démocratiques qui imposent comme seule base d'un État librement et logiquement constitué l'unité de direction politique et la décentralisation administrative. Ils veulent donc que Paris et le gouvernement qui y siégera gouvernent politiquement la France entière, et, à Marseille, les citoyens marseillais s'administreront eux-mêmes dans la sphère des intérêts locaux. Il serait opportun que le mouvement qui s'est produit à Marseille soit bien compris et se propage. Cette manifestation républicaine de la province contraindrait l'Assemblée nationale monarchiste à se dissoudre pour faire place à une assemblée constituante républicaine et le gouvernement à siéger dans la capitale. L'ordre serait ainsi rétabli. On veut une unité de direction politique tout en demandant que les citoyens marseillais s'administrent eux-mêmes dans la sphère des intérêts locaux. On veut la décentralisation et en même temps un gouvernement parisien qui gouverne politiquement la France entière. Revendication d'autant plus bizarre qu'au même moment, les Parisiens ont pour projet une fédération de communes autonomes, pas soumises à l'autorité de Paris-Capitale. Bref, c'est un peu confus, c'est plein de contradictions, peut-être parce qu'on essaie de satisfaire un peu tout le monde, mais bon, après tout, un projet politique précis n'est pas forcément la priorité à ce moment-là. D'autant plus qu'on attend toujours les élections parisiennes pour savoir quelle direction le mouvement doit prendre. Avant tout, la priorité c'est de défendre la République contre les monarchistes de l'Assemblée, et, comme au temps de la Ligue du Midi, on imagine que les villes de province peuvent se rassembler pour imposer un gouvernement véritablement républicain. Sauf que, ce coup-ci, Marseille est complètement isolée. La plupart des maires de la région refusent de diffuser cette affiche qui vient d'une ville qu'on dit contrôlée par des exaltés, de dangereux révolutionnaires qui font flotter le drapeau rouge sur la préfecture. En plus, et ça aide pas, au même moment, le général Espivent proclame l'état de guerre dans tout le département. Considérant que la ville de Marseille est occupée par des étrangers en armes qui soutiennent un gouvernement insurrectionnel et factieux, considérant que la population de Marseille, en tolérant cet état de choses, s'est placée et se maintient en état d'insurrection ouverte contre le gouvernement légitime de la République, le département des Bouches-du-Rhône est déclaré en état de guerre. Toutes les autorités civiles relèveront désormais de l'autorité militaire. Mais Espivent n'affiche pas publiquement cette déclaration. Il ne la diffuse que dans les garnisons militaires. Il faudra 3 jours avant que la population en ait connaissance. 3 jours pendant lesquels l'armée peut tranquillement préparer la répression à venir. Pendant ce temps, à Marseille, on se doute de rien. Au contraire, on est plutôt optimiste, et on le montre, ce qui ne plaît pas beaucoup au journal bourgeois Le Sémaphore. Depuis quelques jours, grâce aux événements et un peu à la tolérance de la police, la rue offre un étrange aspect. On dirait que toutes les professions irrégulières s'y sont donné rendez-vous. Fabricants de bâtons de guimauve, limonadiers ambulants, courtières en joyaux, bibelotiers, colporteurs, éleveurs d'animaux domestiques, tout cela bourdonne, crie, siffle, piaule, tempête librement dans la rue. La liberté est la plus grande, en somme,
règne sur la voie publique. On y vend, on y débite, on y chante, on y joue ce qu'on veut. Chacun s'y installe sans peine, interrompt la circulation, assourdit les passants sans être inquiétés. La foule est complète. Heureusement que nous avons des règlements municipaux et des gardiens de la paix. À ce moment-là, 4 jours ont passé depuis la prise de la préfecture, l'armée prépare déjà la répression, on ne manque ni d'hommes ni de fusils, mais la commission est trop occupée à se déchirer sur la couleur du drapeau pour préparer efficacement la défense de la ville, et Gaston, qui sert d'intermédiaire entre les modérés et les socialistes, est complètement impuissant. Les occupants de la préfecture refusent catégoriquement d'enlever le drapeau rouge, et le préfet lui-même ne veut pas être libéré, considérant que ça reviendrait à abandonner son poste. La tension va donc monter au sein de la commission jusqu'à ce que, le 27 au matin, le conseil municipal prenne une décision drastique. Attendu que nos délégués ne sont pas écoutés à la préfecture, qu'ils n'y ont aucune autorité, qu'ils peuvent, par leur présence, paraître accepter des actes que leur conscience réprouve, le drapeau rouge et les otages, le conseil municipal leur retire le mandat que, dans une pensée de conciliation et pour éviter des malheurs qui étaient imminents, il leur avait donné de siéger dans la commission départementale provisoire. Immédiatement après le vote, 6 conseillers municipaux s'inquiètent des possibles conséquences de leur décision, sautent dans un canot et rejoignent l'armée en se réfugiant à bord de la Couronne, une frégate cuirassée ancrée dans le vieux port et dont on reparlera. Et puis, dans la foulée, 3 autres délégués modérés démissionnent de la commission. Elle est donc amputée de la moitié de ses membres et elle ne rassemble plus que les radicaux et les socialistes, qui, au passage, sont tous d'anciens membres actifs de la Ligue du Midi, ce qui montre bien la filiation entre ces deux mouvements. Et puis, sans le soutien de la mairie, la commission a perdu la légitimité du suffrage universel. Alors, Gaston tente une dernière fois de convaincre les modérés de rester dans la commission. Nous devons rester unis. Du reste, l'ordre est maintenu. La préfecture est libre. L'administration se réorganise. Dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité de la ville, il faut que la commission départementale reste à son poste jusqu'à ce que la lutte entre Paris et Versailles soit terminée, ou jusqu'au jour où nous sera envoyé un préfet sincèrement républicain entre les mains duquel nous nous engageons à remettre immédiatement nos pouvoirs. Son discours montre bien la confusion des premiers jours. On ne sait pas grand-chose de ce qui se passe à Paris et en attendant que le conflit avec Versailles soit résolu, on cherche le rassemblement de tous les républicains pour ne laisser aucune prise aux monarchistes. Le départ des modérés complique un peu les choses, mais il s'avère que quelques heures plus tard, 3 Parisiens arrivent à Marseille. Ils sont membres de l'Internationale et ont été envoyés par les communards parisiens pour, simplement, voir l'état des choses en province et y faire connaître le sens du mouvement de la capitale. Pourtant, leur arrivée va participer à un véritable tournant révolutionnaire. À peine arrivé, l'un des Parisiens, Bernard Landec, s'installe à la préfecture et, sans connaître le contexte local, les rapports de force, etc., décide que Gaston est trop mou, que ça va pas assez vite, et, certainement avec le soutien des occupants socialistes de la préfecture, il s'impose comme seul décideur. Il sait que ce ne sera pas accepté par la population, qui est très attachée à Gaston, donc il présente ses déclarations et ses décisions comme ayant été prises par la commission dans son ensemble. Il va jusqu'à rajouter les signatures des délégués sans leur accord, en prenant soin de ne rien signer de son nom, ce qui, durant la répression, permettra de rejeter sur d'autres la responsabilité de ses actes. Très vite, les actions de Landec décrédibilisent complètement la commission. Elle est dirigée par un mec qui sort de nulle part, que personne connaît, qui décide de tout seul, qui menace régulièrement de faire fusiller ses contradicteurs, qui multiplie les arrestations arbitraires, et qui, finalement, divise là où Gaston essayait de rassembler. Et alors, autant le rassemblement à tout prix pouvait peut-être être stérile, autant dans ce moment de guerre civile à Paris et de menaces d'écrasement armé de la République par les monarchistes, la division entre les républicains est vue par beaucoup comme le premier pas vers un bain de sang. Gaston fait partie de ces gens-là, et en voyant qu'il n'a plus aucun contrôle sur la situation, il envisage de démissionner. Dans une dernière tentative, il demande que les otages soient libérés, Landec refuse, Gaston insiste, le ton monte, Landec s'énerve, et place Gaston en état d'arrestation. Alors un garde finit par le faire sortir en douce du bâtiment, Gaston rentre chez lui, mais il décide de revenir à la préfecture pour reprendre son poste de président de la commission départementale provisoire, où, comme l'écrira plus tard un communard, son singulier rôle de chef captif. Le lendemain, il écrit dans la presse locale « Je demeure à mon poste en attendant d'être relevé par qui de droit ». Gaston considère que son devoir l'impose à la préfecture parce que c'est là qu'il a le plus de chances d'éviter à Marseille un bain de sang. Et c'est précisément ce qu'il reproche au conseil municipal.
En se retirant de la commission, la mairie attise les tensions et conduit Marseille vers la guerre civile. Vous avez cru qu'il vous suffisait d'une délibération pour dégager votre responsabilité. Je crois que Marseille en jugera autrement. Quant à moi, je suis demeuré à mon poste jusqu'au moment où, menacé de tous les côtés, surveillé, retenu de force, il ne me restait plus aucune autorité, si ce n'est, tout au plus, le droit de me faire ouvrir la porte de la préfecture. Quand le moment sera venu, et si nous ne parvenons pas à éviter les malheurs qui nous menacent, je vous contraindrai à rendre compte de votre conduite. Et l'on saura quels sont les citoyens qui, jusqu'au bout, ont accompli leur devoir. Pendant ce temps, à Versailles, Thiers annonce en grande pompe qu'il a finalement décidé de ne pas renverser la République. Nous avons trouvé la République comme un fait dont nous ne sommes pas les auteurs, mais je ne détruirai pas la forme de gouvernement dont je me sers maintenant pour rétablir l'ordre. Et effectivement, les Marseillais apprennent coup sur coup les proclamations et les écrasements d'autres communes. Celle de Lyon le 25 mars, Toulouse le 27, Saint-Étienne et Le Creusot le 28, ou encore le 31, celle de Narbonne, dirigée par un ancien membre de la Ligue du Midi. Très vite, seules les communes de Paris et de Marseille sont encore debout et cette déclaration de Thiers, taillée sur mesure pour diviser les républicains modérés et les radicaux, fonctionne à merveille. Le conseil municipal l'utilise immédiatement pour appeler à l'évacuation de la préfecture, y compris par la force. Les déclarations républicaines du chef du pouvoir exécutif, Adolphe Thiers, sont de nature à calmer les appréhensions que la majorité monarchiste de l'Assemblée avait fait naître. Tout malentendu doit donc cesser. Le Conseil fait appel à la garde nationale pour mettre un terme à une situation qui ne saurait se prolonger sans péril pour l'ordre et pour la liberté. Mais la garde nationale est très divisée et, le lendemain, à quelques heures d'intervalle, 2 délégations de gardes nationaux se présentent à la mairie. La première laisse entendre qu'ils se rangeront du côté de la commission. La deuxième, qu'ils sont prêts à se battre contre la commission, ou, comme ils les appellent, ceux qui, étrangers à Marseille, n'ont rien à craindre de la ruine de notre chère cité. Ce sont les seuls ennemis de la République. C'est contre eux qu'il faut la défendre. On voit que le coup de force du Parisien Landec est très mal reçu, mais aussi que la principale force armée de Marseille est scindée en 2 camps prêts à s'affronter. La guerre civile n'est pas loin, et maintenant que le conseil municipal a arrêté de jouer double jeu et s'est ouvertement rallié à Versailles, la situation s'est clarifiée d'un coup. C'est la commune, la vraie, ou la réaction. Le 31 mars, la commission annonce son choix dans une affiche. Nous voulons la consolidation de la République par les institutions républicaines. Nous voulons l'unité de direction politique avec une assemblée constituante et un gouvernement républicain issu de cette assemblée, tous les 2 siégeant à Paris. Nous voulons la décentralisation administrative avec l'autonomie de la commune. Mais par-dessus tout et avant tout, nous voulons ce que voudra Marseille. Puisque le conflit entre Paris et Versailles continue de subsister, nous devons faire prévaloir nos légitimes revendications. En vertu de ces principes, l'administration préfectorale à Marseille est supprimée. Le conseil municipal est dissous. Un nouveau conseil sera élu, investi de l'administration départementale et de la gestion des intérêts communaux. Le nouveau maire de Marseille remplira les fonctions de préfet. Les conseils régionaux et les conseils d'arrondissement seront supprimés. Le nouveau chef de la garde nationale, qui sera également élu, centralisera les pouvoirs militaires. Ainsi, la République ne sera plus menacée que par un pouvoir rebelle et nous, républicains, ne nous serons pas levés en vain pour la défendre. Vive la République, une et indivisible. C'est un véritable tournant révolutionnaire. Comme Paris, Marseille dissout son conseil municipal et s'apprête enfin à élire la commune. Immédiatement, une partie de la garde nationale déclare s'y rallier, 10 bataillons élisent des délégués pour siéger dans une nouvelle commission élargie et 2 jours plus tard, une autre affiche est placardée. Considérant qu'entre Paris et Versailles, Marseille a opté pour Paris, qu'une assemblée de délégués de la garde nationale a voté à l'unanimité moins une voix la dissolution du conseil municipal et que cette décision a été confirmée par les groupes républicains de Marseille, que dans ces circonstances, il est urgent d'en appeler au suffrage universel pour l'élection d'un nouveau conseil municipal, entre les mains de qui la commission départementale résignera tous ses pouvoirs. La commission annonce que le conseil municipal est dissous et que les électeurs sont convoqués pour élire la commune marseillaise. Les élections auront lieu mercredi prochain, 5 avril 1871. À partir de là, tout s'accélère. Pour Thiers, il faut absolument écraser Marseille avant les élections. Alors, le lendemain 1er avril, il annonce À Marseille, la municipalité, ne voulant pas assumer la responsabilité d'une guerre civile funeste à la République autant qu'à la France, a fait une déclaration qui implique la reconnaissance du gouvernement élu de Versailles. L'armée va entrer en force dans la ville et tout terminer. Ainsi, la France entière, sauf Paris, sera pacifiée. Immédiatement, le général Espivent, qui a installé ses troupes à Aubagne, réquisitionne des soldats stationnés à Toulon.
Il s'apprêtait à partir vers l'Algérie pour réprimer une grande insurrection anticoloniale qui vient de se déclencher en profitant de la défaite militaire française contre la Prusse, de l'affaiblissement du gouvernement et de sa focalisation sur la répression des communes. À noter que quelques semaines plus tôt, des colons républicains et socialistes avaient déclaré la commune révolutionnaire d'Alger. Ils réclamaient eux aussi la République, la décentralisation du pouvoir et l'autonomie communale, mais dans l'objectif de mieux coloniser. La situation coloniale oppose les intérêts des ennemis intérieurs et des ennemis extérieurs. Pourtant, la bourgeoisie les réprime avec les mêmes forces. Avant de partir massacrer des Algériens, les soldats de Toulon massacreront des Marseillais. Justement, dès l'arrivée de ces renforts à Aubagne, Espivent envoie des hommes en repérage dans les villages autour de Marseille, tandis que, dans la ville, des agitateurs appellent à prendre les armes contre la commune. Le même jour, on réalise que tous les membres du conseil municipal ont disparu. Certains se sont réfugiés sur la frégate militaire La Couronne et le maire a carrément rejoint Espivent à Aubagne. Alors, d'anciens gardes civiques arrêtent le fils du maire et 2 procureurs et les emmènent à la préfecture comme otages. Gaston et plusieurs membres de la commission tentent de les libérer mais se heurtent à Landec qui refuse. C'est à peine quelques heures plus tard que Marseille apprend les résultats tant attendus des élections parisiennes. La foule était immense. Elle se pressait sur les trottoirs, dans les rues, sur les ponts, aux fenêtres, partout. Les barricades lui faisaient des estrades naturelles. Un grand drapeau rouge voilait la statue d'Henri IV. Sur ce voile se détachait, ombragé de drapeau rouge, le buste de la République. 4 heures sonnent. Les membres du comité central apparaissent. À ce moment-là, la place présente un spectacle d'une animation et d'un caractère incomparable. La fierté d'un peuple qui vient se ressaisir et qui se voit représenté pour la première fois depuis tant d'années. Tout cela éclate en même temps dans des applaudissements frénétiques et dans un cri unanime. Vive la République, vive la Commune! Un membre du comité lit le résultat des élections et une fois les discours terminés, le président déclare que la Commune est proclamée. Pendant 2 heures, cet hôtel de ville qui mérite enfin son nom voit passer, joyeux et tranquille, ceux qui ont reconquis à Paris son droit de cité et qui sauront le lui maintenir. Cet article, diffusé dans la presse locale et signé Gaston Crémieux, donne aux Marseillais un aperçu de ce qui les attend. Dans 3 jours à peine, eux aussi éliront et proclameront leur commune. Mais, dans la nuit du 3 au 4 avril, les troupes du général Espivent parcourent les 17 km qui séparent Aubagne de Marseille et se lancent à l'assaut de la ville. Dès minuit, la préfecture apprend que les troupes d'Espivent se sont mises en mouvement. Le tambour bat le rappel de la garde nationale qui se rassemble devant la préfecture, sur le cours Belzunce et en haut de la Canebière, tandis qu'une 50aine d'insurgés tiennent la gare Saint-Charles. Pendant la nuit, les troupes s'installent sur la place de la Plaine, sur le cours du Chapitre et place Castellane, où Espivent établit son quartier général. Ces lieux auraient pu être défendus, fortifiés, mais comme on l'a vu, la commission était trop occupée à se diviser pour préparer efficacement la défense de la ville. Plusieurs milliers de fusils et de bombes artisanales ont bien été stockés dans la préfecture par les socialistes, mais n'ont jamais été distribués. Plus au nord, un régiment s'installe place de la Porte d'Aix pendant que les marins de la frégate La Couronne, où s'étaient réfugiés les élus du conseil municipal, débarquent et s'installent sur le Vieux-Port et dans la chambre de commerce. Un navire de guerre jette l'ancre devant la mairie tandis que les garnisons des forts Saint-Nicolas et Saint-Jean, restés fidèles à Espivent, braquent leurs canons vers la préfecture. Sur les hauteurs de Notre-Dame-de-la-Garde, les soldats installent 6 autres canons. De là-haut, ils dominent la préfecture et pourront la bombarder sans relâche. Au total, le général dispose de 6000 hommes, auxquels il faut rajouter le 3e bataillon de la Garde nationale, qui représente le quartier bourgeois de la préfecture, qui s'est rassemblé devant le palais de justice et dont on ignore encore qu'il a trahi. Son chef s'est secrètement rendu à Aubagne le jour précédent pour informer Espivent qu'en cas de combat, il se joindrait à la répression. C'est aussi le cas des 4e, 7e et 8e bataillons de la Garde nationale qui se positionnent sur la place du Chapitre et, à l'aide d'une mitrailleuse, empêcheront le bataillon du quartier populaire de la Belle de Mai de participer à la défense de la ville. Au lever du jour, la préfecture est complètement encerclée. Vers 6h du matin, une foule de civils, des hommes mais aussi des femmes et des enfants, se rassemblent devant le bâtiment au cri de « Vive Paris » avant d'accompagner Gaston sur la place Castellane. Il demande à rencontrer Espivent, lui explique vouloir éviter la guerre civile et que Marseille veut simplement pouvoir élire librement ses représentants. Espivent répond en ordonnant l'évacuation immédiate de la préfecture. Mais, avant de partir, Gaston interpelle une dernière fois les soldats en leur demandant s'ils oseront vraiment s'abaisser à tirer sur le peuple.
Et justement, à 8 heures, un bataillon qui s'était avancé sur la rue de Rome rebrousse chemin. La foule applaudit, le bruit court que les soldats ont fraternisé et que la guerre civile a été évitée. En réalité, on ne le savait pas encore, mais les premiers combats viennent de commencer à la gare Saint-Charles. En quelques minutes, l'armée s'est emparée des lieux et fusille sommairement des prisonniers. Mais vers 10 heures, des soldats s'avancent de nouveau sur la rue de Rome. La foule tente de fraterniser, les gardes nationaux montrent l'exemple en levant les crosses de leurs fusils en l'air, quelques soldats font de même, il y a un moment de flottement où tout semble possible, et puis, soudain, un coup de feu. On ne sait pas d'où il vient, s'il est accidentel ou non, mais à partir de là, c'est la panique. Les soldats tirent à l'aveugle, les gardes nationaux se précipitent dans la préfecture, la foule se disperse, mais les premiers corps sont déjà tombés, et les canons de Saint-Jean et de Notre-Dame reçoivent l'ordre de tirer. C'est sur le cours Pierre-Puget, devant le palais de justice, entre la préfecture et Notre-Dame, que les combats les plus violents ont lieu. Les obus tombent par dizaines, éventrent les immeubles et les arbres. Sur les toits, des soldats embusqués tirent de derrière les cheminées pendant que des bourgeois entrouvrent leurs volets et canardent les insurgés. On s'éventre à la baïonnette devant le palais de justice, tandis qu'à quelques mètres, dans la rue Montgrand, la cavalerie charge une barricade, encore et encore, jusqu'au dernier insurgé. Près de la préfecture, rue Arménie, une dernière barricade protège les communards avant d'être balayée par les obus. Vers 15 heures, un drapeau de cessez-le-feu est agité à une fenêtre de la préfecture. Les tirs s'arrêtent, les insurgés sortent quelques minutes pour mettre les blessés à l'abri et ramasser les cadavres avant que les combats reprennent. Difficile de savoir combien de personnes se trouvent dans le bâtiment. Quelques centaines, peut-être un millier. Ce qu'on sait, c'est que, comme à Paris et comme à chaque révolution, des femmes participent au combat avant d'être effacées des récits héroïques des vainqueurs comme des vaincus. Vers 17h, le quartier est aux mains des troupes, tous les immeubles aux alentours sont criblés d'obus, seule la préfecture résiste encore. Mais, d'un coup, les canons s'arrêtent. C'est le signal de l'assaut. Les marins de la couronne, armés de leurs haches d'abordage, arrivent par la rue Arménie. Ils rasent les murs, traversent silencieusement la place, brisent les fenêtres du bâtiment et l'envahissent. À l'intérieur, ils ne trouvent que des cadavres, des blessés et les otages, tous indemnes. Dans les minutes précédentes, les insurgés qui le pouvaient se sont échappés par l'arrière du bâtiment et, sans le savoir, sont passés à quelques mètres d'une petite cour où des soldats qui avaient refusé de tirer sont traînés de force avant que leurs camarades reçoivent l'ordre de les fusiller. Au total, les estimations vont de 180 à 300 morts et plusieurs milliers de blessés. Au soir du 4 avril, la commune de Marseille est tombée, mais la répression ne fait que commencer. Le lendemain, alors qu'on ramasse encore les cadavres, Espivent fait défiler ses troupes dans la ville. La foule les regarde dans un silence de mort, seulement interrompu par les cris du général qui, du haut de son cheval, hurle à plein poumon « Vive Jésus, vive le Sacré-Cœur ». Quelques bourgeois tentent d'applaudir de leurs fenêtres mais sont caillassés par la foule. Le soir même, Espivent envoie un télégramme à Thiers. J'ai fait mon entrée dans la ville de Marseille avec toutes mes troupes. J'ai été beaucoup acclamé. Et ce n'est qu'à moitié faux. Effectivement, la bourgeoisie acclame Espivent. Des commerçants lui remettent même une pétition signée par 4000 personnes. Général, Marseille vous doit, à vous et à vos braves troupes, l'ordre, la sécurité et la reprise du travail. Elle vous en remercie. Dans les malheurs qui accablent le pays, sa prospérité ne peut renaître que par l'accord complet de l'armée et des bons citoyens. Comptez en toute occasion sur notre concours et notre dévouement. Le lendemain, Espivent fait placarder une affiche. Habitant de Marseille, c'est avec un profond regret que j'ai dû recourir à la force pour rétablir dans votre ville le gouvernement légitime de la République. La graduation même des moyens que nous avons déployés prouve le désir que nous avions tous de réduire autant que possible les fusions de sang. Il me reste un dernier devoir à accomplir. C'est de prévenir le retour de ces désordres qui sont tout à la fois une calamité pour notre pays déjà si malheureux, une perte énorme pour votre florissante cité et une ruine pour beaucoup de familles. La proclamation de l'état de siège m'a donné tous les pouvoirs nécessaires pour obtenir ce résultat. En conséquence, tous les clubs et associations politiques seront immédiatement fermés et les réunions publiques suspendues. La Garde nationale de Marseille est dissoute. Aucune affiche traitant de matière politique ne pourra être imprimée, apposée ou même colportée, ni même insérée dans les journaux. Je veux que la paix, l'ordre et la concorde se rétablissent le plus promptement possible entre vous, que le travail reprenne, que l'industrie soit libre et que le commerce retrouve sa prospérité. Rétablir l'ordre public, le respect de la propriété et de la liberté individuelle, si fortement atteint depuis quelques jours, tel est le but unique de mes efforts.
Nous sommes les véritables défenseurs de la liberté et de la République. Pour rappel, Espivent était non seulement monarchiste, mais légitimiste, partisan de la monarchie absolue la plus dure. Rien de surprenant donc à ce que, dans les mois qui suivent, il organise des arrestations de masse dans les quartiers populaires et fait entasser 513 prisonniers dans les geôles du Château d'If, au large de Marseille. La nuit du 5 avril à 7 heures indécise, où la lune pâlit et l'horizon s'irise de quelques reflets d'or. Un convoi de captifs à la parole rare de la vieille fosse évacue à la gare et marcha vers le port. Ils allaient deux à deux liés par une corde, comme un chien dangereux dont on craint qu'il ne morde, toujours se souvenant de leurs 7 compagnons de la lampisterie, qu'on avait l'avant-veille horrible tragédie, fusillés froidement. Pendant ce temps, Landeck s'est enfui et rejoint Paris où il participera à la Commune et, quelques semaines plus tard, échappera de nouveau à la répression. Quant à Gaston, il s'est réfugié chez des amis qui lui proposent de partir pour l'Italie. Mais il pense pouvoir se défendre face à la justice et se rend le 7 avril. Il rejoint ses camarades au Château d'If qui, pour l'anecdote, 20 ans plus tôt, en juin 1848, avait été renommé avec une pointe d'ironie Hôtel du peuple souverain par des ouvriers qui avaient été emprisonnés après s'être, eux aussi, révoltés contre la République bourgeoise. C'est là que les prisonniers apprendront l'écrasement de la Commune de Paris, les 15 000 morts que la répression laissera derrière elle, la fameuse semaine sanglante, et c'est là qu'ils apprennent qu'ils seront jugés non pas par un tribunal, mais par un conseil de guerre. Ils seront jugés par les officiers qui ont dirigé la répression de la Commune. Ce sont donc des procès politiques, comme le montrent les comptes rendus des séances. Les accusés étaient en complète communauté d'idées avec la monstrueuse et à jamais infâme Commune de Paris. S'ils avaient réussi, Marseille serait aujourd'hui un monceau de ruines et de cadavres. La Commune était une révolte contre la société entière qui a usurpé le nom de République. En réalité, ces factieux sont les plus cruels ennemis de la République. Leur drapeau sanglant n'est pas le nôtre, nous le déchirons. Il ne fut jamais celui de la République. C'est en son nom que nous les accusons. Déjà à l'époque, on inverse la réalité. La bourgeoisie intègre les royalistes à l'arc républicain et présente les vrais républicains comme les plus cruels ennemis de la République. On peut citer le jeune ouvrier Henri Urpin, 20 ans, condamné à 4 ans de prison après qu'une lettre incriminante qu'il a écrite à sa mère ait été retrouvée chez lui. On m'a livré une arme et je suis pour soutenir la bonne cause jusqu'à la mort. Je n'ai plus rien à te dire pour le moment, si ce n'est de m'envoyer un petit peu d'argent, car je suis dans le besoin. Ce n'est pas pour en faire un mauvais usage, crois-le bien, car maintenant on ne pense qu'au salut de la République et aux droits du peuple. J'oubliais de te dire le but principal dans lequel j'agissais maintenant que je suis républicain, et je veux défendre la République avec la garde nationale à Marseille. Clairement, l'un des plus cruels ennemis de la République. Au total, 198 personnes sont condamnées, certains à de simples amendes, d'autres à la déportation au bagne, notamment en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, où ils retrouveront des communards parisiens et, quelques années plus tard, participeront volontairement à la répression de la grande révolte anticoloniale kanak de 1878. Encore une fois, l'ordre colonial oppose les ennemis intérieurs aux ennemis extérieurs. Une quinzaine de soldats sont aussi jugés pour avoir refusé de tirer sur les insurgés et 2 d'entre eux, Joseph Estragna et Édouard Paquis, seront fusillés pour ça. Au total, 13 communards sont condamnés à mort. 8 y échappent en traversant la frontière, c'est le cas par exemple de Landeck, réfugié en Angleterre, et 4 seront finalement graciés. Ne reste que Gaston Crémieux. Les républicains radicaux s'organisent pour le faire gracier et des témoignages de survivants dénoncent le rôle de Landeck qui, rappelons-le, imitait la signature de Gaston pour légitimer ses décisions personnelles. Que sont venus faire parmi nous ces hommes inconnus à Marseille qui, au lendemain de leur arrivée, alors que les esprits calmés par la voix de la raison étaient tout disposés à entendre des paroles de conciliation, ont rendu tout arrangement impossible. Ces hommes qui, se disant munis d'un mandat, sont venus opposer leur pouvoir au nôtre en faisant pénétrer dans les esprits faibles la défiance et même la haine contre ceux qui, seuls, auraient dû être écoutés. Où sont-ils passés aujourd'hui, ces personnages fanfarons et ambitieux qui, disaient-ils, ne devaient sortir de la préfecture que morts ou vainqueurs ? Landeck lui-même finit par reconnaître sa responsabilité dans des actions faussement attribuées à Gaston. Mais ce ne sera pas suffisant.
Gaston est devenu le visage de la commune de Marseille et son écrasement doit être complet. Le 24 novembre, son recours en grâce est rejeté et, le 30, ses gardiens le réveillent en pleine nuit. Il écrit une dernière lettre à son épouse. Les temps changeront et l'histoire de notre malheureuse cité réhabilitera ma mémoire. Gaston aura passé sa vie à lutter contre l'Empire. C'est finalement la République bourgeoise qui l'assassine. Vers 5h30 du matin, quelques curieux qui se promenaient sur la plaine du Pharaon étaient refoulés par la gendarmerie qui déblayait la place. Le public venu assister à l'exécution se réfugiait sur les collines environnantes, d'où le regard plongeait sur la plaine. Au loin, la ville encore endormie était enveloppée dans un brouillard. Les troupes de la garnison arrivaient silencieusement par tous les côtés. La foule venait se heurter contre les soldats qui barraient le passage. À 7h moins quelques minutes, le fourgon du condamné s'avançait jusqu'au milieu de la place d'Armes. Un piquet planté en face des rochers indiquait la place où devait se mettre le condamné. À peine la voiture avait-elle été aperçue que les tambours battirent au champ et les clairons sonnèrent. Un frémissement parcourut tous les rangs de la foule quand Crémieux descendit de la voiture. Il se fit un silence horrible dans cette vaste plaine. Les tambours cessèrent de battre. Crémieux, d'un pas ferme et assuré, se dirigea vers le poteau. En passant devant le peloton d'exécution, il adresse quelques dernières paroles à son rabbin, se débarrasse de son habit noir et de son gilet. Il fait signe aux soldats de frapper au cœur et jette un cri. « Vive la République !» Crémieux tomba, foudroyé, en arrière. Il était 7h03, Crémieux était mort en brave. Aussitôt commence le défilé des troupes devant le cadavre, qui gisait sur le sol détrempé par la pluie. Gaston Crémieux était né à Nîmes. Il n'était âgé que de 33 ans. Il laisse une femme et 3 jeunes enfants. Pendant 5 ans, le département des Bouches-du-Rhône, toujours en état de siège, sera soumis à la dictature militaire du général Espivent. On est censé être en République, mais Espivent ordonne d'enlever des mairies les bustes de Marianne, il interdit de chanter la Marseillaise, il dissout les organisations politiques et les journaux d'opposition, il interdit toute réunion publique, il fait espionner et réprimer les républicains et les socialistes, et des arrestations de masse auront lieu jusqu'en 1874, année où on condamne encore des gens pour avoir participé à la Commune. Mais tout cela n'empêche pas que la Commune n'est pas morte. On retrouve sa trace dans les chansons populaires d'époque, comme celle-ci, qui dénonce l'utilisation militaire de Notre-Dame de la Garde. Ou encore celle-là dans laquelle un communard raconte le traumatisme du 4 avril, jour de la répression. Quelques années plus tard, il est résigné et ne s'occupe plus de politique de peur de perdre la tête, mais à chaque fois qu'il regarde son chien, il se souvient fièrement de la lutte révolutionnaire. Tout est connu, c'est l'animal, est docile de sa nature, avis battre l'ou ferricao, au fond d'une grande masure, quand nous regarde tout jodi, a che tinha fa de conquesta, di l'ou fait la vis triomphant, quand l'ine parli semble l'estre, alors sauta l'ouvias fuliu, jamais fort père semble festa, si rappelle do 4 avril, est lo souvenir qu'elle y resta. D'ailleurs, en travaillant sur cette vidéo, je suis tombé sur le chanteur Tonio et le groupe Farigole qui ont mis en musique des chansons de la commune de Marseille. On les a enregistrées pour l'occasion, certaines n'avaient jamais été enregistrées avant, donc si vous voulez écouter des chansons de lutte perdues depuis 150 ans, dont une écrite par Gaston Crémieux lui-même, les liens sont dans la description sous la vidéo. En attendant, l'état de siège ne sera levé qu'en 1876, quelques mois avant la mort de l'ancien dirigeant de la Ligue du Midi, Esquiros. Plusieurs dizaines de milliers de Marseillais suivent son cercueil et, dans les années suivantes, le souvenir de la Commune et de la Ligue les mobilisera massivement. De grandes processions annuelles vers la tombe de Gaston seront organisées jusqu'aux années 30. C'est un peu l'équivalent marseillais de la montée au mur des fédérés à Paris. Et d'ailleurs, 1876, c'est aussi l'année du premier congrès ouvrier qui est organisé à Paris. C'est la première fois depuis la Commune que des travailleurs de tout le pays se rassemblent. Mais le mouvement ouvrier a été décapité par la répression. Ces grandes figures ont été massacrées ou sont en exil dans d'autres pays.
Le congrès est donc animé par des ouvriers qui n'ont pas participé à la commune, qui n'étaient pas particulièrement actifs dans le mouvement ouvrier avant, et c'est une catastrophe. Ils rejettent la grève comme moyen d'action. La véritable définition des grèves n'est autre que le ralentissement du travail et la misère chez le travailleur. La grève ne mène à rien si ce n'est à épuiser les économies de l'ouvrier et à porter atteinte à la production du pays. Ils s'opposent au renversement du capitalisme et préfèrent l'améliorer par une entente entre les classes sociales. Pas d'illusion. Nous savons qu'il y aura toujours des riches et des pauvres. Nous voulons en diminuer le nombre, voilà tout. Nous voulons que l'ouvrier n'oublie jamais ses devoirs, afin qu'on se souvienne toujours de ses droits. Et ils rejettent complètement l'héritage de la commune. Tous les désordres qui ont pu se produire et qu'on a mis à notre compte, toutes les utopies économiques, toutes les théories qui inquiétaient les intérêts, vous devez le voir maintenant. Elles ne venaient pas de nous. Elles venaient de faux ouvriers payés par les ennemis de la République, individus qui veulent avoir le gouvernement du pays pour l'exploiter. Un deuxième congrès un peu similaire est organisé à Lyon, puis un troisième à Marseille en 1879, auquel assistent 130 délégués venant d'une quarantaine de villes, mais il s'avère que 40% des présents sont des Marseillais et des Marseillaises qui vont prendre des décisions tellement importantes qu'on l'a appelé l'immortel congrès. C'est un moment de renaissance symbolique du mouvement ouvrier. Les délégués se donnent pour objectif de fixer le programme de leur classe. Ils se mettent d'accord pour une sortie révolutionnaire du capitalisme plutôt que pour de simples réformes. Ils adoptent comme première mesure la socialisation des moyens de production, l'idée que les travailleurs et les travailleuses doivent gérer collectivement et démocratiquement leur travail et le fruit de leur travail. Le Congrès se prononce aussi pour l'internationalisme, pour la grève comme moyen d'action. Sur l'impulsion de la féministe Hubertine Auclair, il reconnaît aux femmes les mêmes droits sociaux et politiques que les hommes, et il se prononce pour la formation d'un parti ouvrier. Idée complètement nouvelle à l'époque. Ce parti, ce sera la Fédération des travailleurs socialistes de France, qui va vite se diviser et éclater, mais justement, c'est un peu l'ancêtre commun de tous les partis de gauche aujourd'hui, et même l'ancêtre des syndicats, vu qu'à l'époque, les limites entre ces deux types d'organisations étaient encore floues, et qu'on prévoyait que l'organisation du parti se fera par la Fédération des chambres syndicales. Un truc un peu bizarre. Bref, c'est en 1879 à Marseille que le mouvement ouvrier non seulement renaît après la Commune, mais renaît sous la forme véritablement révolutionnaire qu'on lui connaîtra avec des hauts et des bas dans les décennies suivantes. C'est à ce moment-là, après le coup d'éclat de la Commune, que le mouvement ouvrier devient une force politique majeure, durable, organisée, et que la lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat prend le dessus sur celle qui opposait depuis des siècles noblesse et bourgeoisie. C'est la revanche de la Commune de Marseille sur l'Empire, sur Thiers, sur Versailles et tous les réactionnaires. Et voilà, c'était l'histoire de la Commune de Marseille, la commune de province qui a duré le plus longtemps, qui a été réprimée le plus durement, et si vous êtes un peu déçus, c'est normal. Il n'y a pas eu de grandes réformes sociales, de vraies tentatives de changer l'ordre des choses, c'est pas une histoire très glorieuse. Alors, qu'est-ce qui a merdé ? L'analyse de base, la plus répandue, c'est Gaston Crémieux n'a pas été à la hauteur de la situation. On a souvent dit qu'il était radical dans ses paroles, dans ses discours, mais que ses actes ne suivaient pas. Que finalement, c'était un doux rêveur et qu'on le voit bien dans son choix de rassembler le plus possible tous les républicains, y compris les modérés. On a pu dire que c'était une position idéaliste. Il fallait rassembler parce que c'est toujours bien de rassembler. La Commune de Marseille nous montrerait donc que non, c'est pas toujours une bonne chose de chercher la conciliation à tout prix, et Gaston Crémieux deviendrait une figure assez proche de celle de Salvador Allende, président socialiste du Chili entre 1970 et 1973, à qui on a reproché la même chose. Trop de conciliation, trop de compromis, trop de grands principes, et finalement, une incapacité à non seulement changer en profondeur l'ordre social, mais aussi une incapacité à empêcher le coup d'État, la répression, le bain de sang. Sauf que je pense qu'il faut nuancer tout ça. Déjà, quand on essaie de tirer un enseignement d'une expérience historique passée, c'est toujours une mauvaise idée de se limiter à juger avec un regard distant les choix de nos prédécesseurs. Est-ce que c'était la bonne décision, pas la bonne décision ? D'autant plus si c'est pour expliquer ses choix par des traits de caractère. Gaston était un doux rêveur, trop idéaliste. Ça, franchement, à part dire si j'avais été là, ça se serait pas passé comme ça, je peux vous le dire, ma petite dame, ça nous apprend rien d'utile. Personnellement, je pense que c'est toujours plus intéressant de donner du crédit à nos prédécesseurs, leur faire un peu confiance, et plutôt que critiquer de loin leurs décisions, regarder comment la situation concrète dans laquelle ils étaient plongés limitait les décisions qu'ils pouvaient prendre
ou qu'ils pensaient pouvoir prendre. La situation à Marseille pendant la Commune, concrètement, c'est celle d'une paralysie entre trois forces. Les républicains modérés de la mairie, les socialistes révolutionnaires de la préfecture, les républicains radicaux de la commission départementale, et aucune de ces forces arrive à prendre le dessus sur les autres. Comment expliquer cette paralysie ? Un truc qui m'a l'air décisif, c'est que les travailleurs et les travailleuses de Marseille n'interviennent en tant que force qu'à deux moments de l'histoire. C'est le 23 mars, dans la prise de la préfecture, et c'est le 4 avril, dans la tentative d'éviter le bain de sang en encourageant les soldats et les gardes nationaux à fraterniser. Donc, au tout début et à la toute fin. À part ça, et à part une espèce de va-et-vient dans le bâtiment de la préfecture, les gens sont pas du tout impliqués. Il y a clairement une sympathie pour la commission départementale et en particulier pour Gaston, ce qu'on voit le 4 avril et ensuite dans le traumatisme collectif de la répression et de son assassinat, mais c'était une sympathie distante et aucune des trois forces ne bénéficie d'un vrai soutien populaire. Ou plutôt elles en bénéficient toutes. Les appels des modérés à sortir les socialistes de la préfecture ne sont pas suivis, et les projets de renversement du conseil municipal ne sont pas suivis non plus. Alors on manque cruellement d'informations sur ce qui se disait à Marseille dans les ateliers, les usines, les rues, les associations, etc. Mais on devine que ce qui motive la révolte du 23 mars, c'est pas faire la révolution. C'est défendre la République face aux monarchistes de l'Assemblée. Aux yeux des Marseillais, les trois forces qui s'opposent ensuite représentent juste différentes nuances de républicains. Certaines sont plus populaires, d'autres sont plus bourgeoises, mais c'est des républicains. Dans ces conditions, dans ce rapport de force qui est très défavorable à l'accélération d'un processus révolutionnaire et qui pousse au contraire par pression populaire à l'entente et à la négociation, il n'y a rien de surprenant dans le fait que nos prédécesseurs aient fait le choix de la conciliation. On peut même se dire que ce sont ces conditions qui ont placé à la tête du mouvement une figure de conciliation comme Gaston et pas un révolutionnaire ou un modéré. Rappelons d'ailleurs que c'est la foule de travailleurs et travailleuses qui envahit la préfecture qui décide de le placer, lui et pas un autre, à la tête du mouvement. Bref, on peut effectivement tirer de la Commune de Marseille qu'il faut pas toujours chercher la conciliation à tout prix. C'est vrai. C'est vrai, mais on peut aussi se dire que ce qui a merdé, c'est pas tant le choix de la conciliation, que les conditions concrètes, matérielles, qui ont mené à cette décision, qui ont poussé nos prédécesseurs à penser, à tort ou à raison, que c'était la meilleure, peut-être même la seule décision possible. Je pense que c'est plus intéressant d'étudier nos expériences passées par cet angle-là, celui des conditions réelles avec lesquelles il a fallu composer, plutôt que par une critique des choix qui ont été faits. C'est plus intéressant parce que ça nous force à nous poser une question compliquée. Comment faire en sorte que, dans nos expériences à venir, les conditions soient meilleures, nous offrent plus de possibilités d'action? C'est très difficile de répondre à cette question, et j'ai pas de réponse toute faite, mais elle est cruciale parce que justement, la réponse ne se trouve pas dans le seul moment insurrectionnel, qui de toute façon ne ressemble jamais à nos meilleures prédictions, mais dans ce qu'on fait avant, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà, personnellement, c'est ça que je tire de la Commune de Marseille. Il n'y a pas un enseignement à plaquer aveuglément sur toutes les situations, ce qui revient toujours à se tirer une balle dans le pied, mais un positionnement. Le but, c'est pas de se fantasmer en décideur héroïque qui, par magie, sera capable de prendre de meilleures décisions que Gaston et Allende et tous les autres. Le but, c'est de travailler à préparer les meilleures conditions possibles pour que nos successeurs, et peut-être nous, pourquoi pas, aient plus de possibilités d'action, plus de marge de manœuvre qu'en ont eu nos prédécesseurs. Et ce travail, il se fait pas en pleine révolution. Il se fait aujourd'hui. Au boulot, camarades. Hop, attendez, avant de vous mettre au travail, ma principale source pour cette vidéo, c'est ce superbe livre de Michel Bitton, qui vient de sortir et qui est clairement le nouveau bouquin de référence sur la Commune de Marseille. Il est vraiment très bien, donc si vous voulez rentrer beaucoup plus dans le détail que ce qu'on a vu aujourd'hui, je vous en recommande fortement la lecture, d'autant plus que Michel a été très sympathique avec moi pendant toute la production de cette vidéo, j'en profite pour la remercier, merci Michel, et on va tous la remercier, on va tous taper « Merci Michel » dans les commentaires, ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Abonnez-vous aussi à la vidéo, à la chaîne, et partagez la vidéo, vous pouvez partager la vidéo, ça c'est chouette. Et maintenant j'ai tout dit, au revoir.